Ma sœur est arrivée de Paris dans un tourbillon de parfums hors de prix et de cette énergie chaotique et vibrante propre à ceux qui ont décidé de vivre leur vie pleinement selon leurs propres règles. Elle avait apporté 3 valises surdimensionnées, une bouteille de vin plus chère que ma facture d'électricité mensuelle et une collection de cadeaux qui allait finir par désintégrer ma famille. Pour toi, Geneviève, dit-elle d'une voix rauque après le vol transatlantique, mais conservant ce timbre mélodieux qu'elle avait toujours eu. Adoptée après 20 ans en Europe. Elle déposa une lourde boîte bleu nuit sur la table de ma cuisine. Un ruban argenté, scintillant sous les néons de ma modeste cuisine, la fermait. À l'intérieur, un sac à main. Pas n'importe quel sac, un Birkin. Le cuir, couleur caramel, était doux comme du beurre et exhalait un parfum d'antan, empreint de luxe et de savoir-faire. À côté, elle posa un flacon de parfum, une fragrance vintage rare d'une maison disparue, et une montre suisse au cadran en nacre, entourée d'un halo de diamants. Je les contemplais, les mains tremblantes. J'ai 68 ans. Je suis veuve. Je vis dans une maison victorienne mal isolée, dans le quartier historique de Savannah, en Géorgie, où l'humidité fait décoller le papier peint et où la mousse espagnole pend comme des fantômes gris aux chênes centenaires. Ma vie se mesure en petites cuillères à café, en petites économies, en petites courses, en petits silences. Vivian, ai-je murmuré en effleurant le cuir frais et texturé du sac. Je ne peux pas. Où est-ce que je pourrais bien porter ça? Je vais à la bibliothèque et à l'épicerie. Tu le portes à l'épicerie, dit Vivian d'un ton ferme en débouchant la bouteille de vin avec un bruit sec et satisfaisant. Tu le portes à la bibliothèque. Tu le portes parce que tu es Geneviève Callaway, et que tu mérites de tenir entre tes mains quelque chose de beau qui ne soit ni un torchon ni une facture impayée. Je ne le savais pas encore, debout dans la douce lumière de ma cuisine avec ma sœur, mais ces cadeaux n'étaient pas que du cuir et du verre. Ils étaient un catalyseur. C'étaient les étincelles qui allaient réduire en cendres la fragile et pourrie structure de ma relation avec mon fils. Mon fils, Lucas, est arrivé 2 jours plus tard. Il n'était pas seul. Il était accompagné de sa femme, Marissa. Ils sont arrivés dans une BMW de location toujours poussiéreuse, et ils ont franchi le seuil de ma maison avec l'air de propriétaire inspectant un bien dont ils sont lassés. Lucas a 42 ans. Il a mes yeux, doux et bruns, mais la mâchoire carrée et obstinée de son père. À un moment donné, entre ses études de droit et son mariage avec Marissa, il avait perdu la douceur de son enfance. Il était devenu un homme calculateur. Chaque interaction était une transaction. Chaque étreinte lui semblait être un acompte sur un futur héritage qu'il estimait lui être dû. Tante Vivian, s'écria Lucas en serrant ma sœur dans ses bras avec un enthousiasme fin qui ne transparaissait pas dans ses yeux. On ne savait pas que tu étais en ville. Maman ne dit rien. Je voulais que ce soit une surprise, dis-je en m'essuyant les mains sur mon tablier. J'avais passé la matinée à cuisiner des crevettes et du gruau de maïs, du chou vert, du pain de maïs, ces plats copieux et réconfortants que Lucas adorait avant de se préoccuper des calories et de son statut social. Marissa entra dans la cuisine. C'était une femme aux traits anguleux, vêtue de vêtements beige de qualité. Elle déposa un baiser près de ma joue, en prenant soin de ne pas abîmer son maquillage. La maison sent le rustique, Geneviève, dit-elle en scrutant les comptoirs à la recherche de poussière. C'est très authentique. Nous nous sommes mis à table. La conversation était le terrain miné habituel que j'avais appris à maîtriser au fil du temps. Des années. Lucas parlait de son cabinet, du stress lié à ses heures facturables, des frais de scolarité dans une école privée pour les enfants qu'il n'avait pas encore, mais qu'il prévoyait d'avoir. Marissa se plaignait de l'humidité, des embouteillages, de l'incompétence de son assistante et du manque de services de qualité dans cette ville. J'écoutais. J'acquiesçais. Je versais le thé. Je jouais le rôle que je m'étais attribué au cours de la dernière décennie, la mère discrète et présente, le personnage secondaire de leur vie trépidante et importante. Je me suis effacée pour leur laisser plus de place. Mais Vivian, elle, ne plaisantait pas. Elle les observait d'un regard lucide, un regard qui ne laissait rien passer. Elle fit tournoyer son vin et se contenta de sourires énigmatiques à leurs plaintes. Après le dîner, nous sommes allés au salon. Les cadeaux étaient toujours sur la table d'appoint où je les avais laissés, un hôtel dédié à une vie que je n'avais pas vécue.
Le Birkin caramel, le flacon de parfum en cristal, la montre en diamant. Il captait la lumière de la lampe, scintillant. Comme un trésor enfoui. Marissa s'interrompit, les yeux rivés sur le sac. Ce fut une réaction viscérale, comme celle d'un prédateur repérant un oiseau blessé dans les hautes herbes. Elle s'approcha de la table, les doigts tremblants. Est-ce que... Commença-t-elle, la voix haletante, laissant tomber le vernis d'ennui qu'elle arborait habituellement, est-ce que c'est vrai? Oui, répondit Vivian depuis le fauteuil, d'un ton froid. Je l'ai acheté à Paris la semaine dernière. Marissa tendit la main et toucha le sac. Elle caressa la poignée avec une révérence qu'elle ne montrait jamais aux autres. Mon Dieu, tu sais combien il y a de monde sur la liste d'attente pour une montre comme ça? C'est impossible. On ne peut pas simplement les acheter. Si, je peux, répondit Vivian simplement. Lucas s'approcha et se plaça derrière sa femme, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Il regarda la montre. Une Patek Philippe, demanda-t-il, un léger sifflement lui échappant. C'est une montre à 20 000 $, tante vive, sans problème. Elle est plus belle au poignet que dans un. En vitrine, dit Vivian. C'est pour ta mère. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de non-dits et de calculs soudains et précis. Lucas me regarda. Il regarda la montre. Puis il regarda Marissa, un échange silencieux s'établissant entre eux qui me donna la nausée. Pour maman, dit-il. Il y avait un rire dans sa voix, un son strident et incrédule qui me blessa plus profondément que n'importe quelle insulte. Qu'est-ce que maman va faire d'un Birkin? Transporter son tricot? Peut-être, dis-je d'une petite voix, essayant d'en rire, ou mes livres de la bibliothèque. C'est du gâchis, dit Marissa. Elle ne me regardait pas. Elle contemplait son reflet dans le miroir au-dessus de la cheminée, le sac plaqué contre sa hanche, prenant la pause. Sans vouloir t'offenser, Geneviève, mais ce sac, il faut un certain style de vie. Il faut le voir. Il faut l'emmener au gala, au vernissage. Dans cette maison poussiéreuse, le cuir va pourrir à cause de l'humidité. C'est du cuir italien, dit Vivian, la voix tremblante. Sa voix se fit plus aiguë. Ça survivra à Savannah. Ce n'est pas une question d'humidité, dit Lucas en se tournant vers moi, prenant son ton d'avocat, raisonnable, logique et condescendant. Maman, sois réaliste. Tu vas faire les courses et à l'église. C'est tout. Se balader avec 50 000 $ de marchandises sur soi, c'est dangereux. Tu vas te faire agresser. Tu vas devenir une cible. Je peux me débrouiller toute seule, dis-je en me redressant sur les coussins du canapé. Vraiment? Lucas. Tu as oublié de payer la facture d'eau le mois dernier, maman. Tu m'as appelé parce que tu n'arrivais pas à comprendre le nouveau thermostat. Tu vieillis. Tu es vulnérable. Il s'approcha de la table et prit la montre. Et ce parfum? Maman, tu portes de l'eau de lavande depuis 1980. Celui-ci est musqué. Il est complexe. Il ne te ressemble pas, il commença à rassembler les objets. Il prit le flacon de parfum et le posa sur la table. Il prit le Birkin ouvert, prit l'écrin et le posa à côté du parfum. Qu'est-ce que tu fais? Demandai-je en me levant. J'avais les jambes flageolantes et le cœur qui battait la chamade. On va les mettre en sécurité pour toi, dit Lucas d'un ton rassurant, le même qu'on emploie avec un enfant qui a attrapé un couteau. On a un coffre-fort climatisé à la maison. On va les y ranger. Marissa pourra les sortir pour les grandes occasions et entretenir le cuir. Et la montre? Je la porterai aux réunions. C'est un héritage, maman. Elle doit prendre de la valeur, pas prendre la poussière. Marissa les utiliserait, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à sa femme, qui trépignait d'envie pour le sac. Elle a le bal de charité le mois prochain. Ce serait parfait. Elles sont à moi, dis-je. Ma voix tremblait, mais je parvins à articuler ces mots. Vivian me les a donnés. Et je suis sûre que tante Vive souhaite qu'elles soient appréciées. Lucas dit en souriant à ma sœur, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pas vrai, Vive? Tu ne veux pas qu'il reste dans un placard. Vivian se leva. Elle posa son verre de vin sur le sous-verre avec un cliquetis délibéré.
Elle s'approcha de Lucas et se planta face à lui. Elle mesurait 1,60 mètres, mais à cet instant, elle paraissait immense. « Je les ai donnés à ta mère, » dit Vivian d'une voix basse et menaçante. « Pas à ta femme. Pas à toi. Pose-les. » Lucas laissa échapper un rire gêné. Un bruit nerveux. « Allez, vive. Ne sois pas dramatique. On est juste pragmatique. Maman n'a pas besoin de tout ça. Ça lui va presque mal. On dirait qu'elle en fait trop. » Il me regarda alors, les yeux suppliants, me suppliant de capituler, de faire comme toujours. « Maman, dis-lui. Dis-lui que tu veux qu'on les garde en sécurité. Dis-lui que tu préférerais que Marissa puisse s'en servir. » Il attendit. Il s'attendait à ce que je cède. Il s'attendait à ce que je fasse comme depuis 40 ans, apaiser les tensions, éviter le conflit, sacrifier mes propres désirs pour maintenir la paix. Il attendait de lui la mère qui payait ses factures de carte de crédit, la mère qui ne se plaignait pas quand Noël était manqué, la mère qui se faisait discrète pour qu'il se sente grand. J'ai regardé Marissa, qui caressait le sac comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. J'ai regardé Lucas, qui prenait ma dignité en otage au nom du pragmatisme. Et quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une rupture bruyante. C'était le clic discret et décisif d'une serrure qui s'enclenche. « Pose le sac, Lucas, dis-je. » Un silence s'installa. Lucas cligna des yeux, les sourcils froncés. « Quoi? » J'ai dit, « Pose le sac. Remets la montre sur la table et lâche mon parfum. »« Maman, tu es irrationnelle, » dit-il d'une voix dure, le visage rouge. « J'essaie de t'aider. Tu te comportes comme un enfant. »« Je me comporte comme la maîtresse de maison, » dis-je, la voix s'élevant, retrouvant une force que je n'avais pas utilisée depuis des années. Je puisais ma force dans les fondations mêmes de cette maison que j'avais entretenue seule. Je me comporte comme une femme qui en a assez d'être traitée comme un accessoire dans ta vie. Ces cadeaux sont à moi. Que je les porte pour faire les courses ou que je les brûle dans la cheminée, ils sont à moi. Tu es égoïste, cracha Marissa, son masque glissant, son visage se tordant en une expression hideuse. C'est un sac, Geneviève. Il est gâché sur toi. Tu as l'air ridicule avec. Sors, dis-je. Lucas me fixa. La bouche grande ouverte. Pardon? Sortez de chez moi, tous les deux, immédiatement. On n'a même pas encore pris de dessert, dit Lucas, l'air ahuri, comme si le scénario qu'il avait écrit pour nos vies avait été soudainement réécrit dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il n'y a pas de dessert pour toi ici, dis-je. Pas ce soir. Plus jamais. Prends ta femme, prends tes droits, et fiche le camp. Très bien, hurla Lucas. Il jeta le sac sur le canapé. Il atterrit avec un bruit sourd et lourd. Très bien. Garde tes vieilles affaires. On verra bien. Mais ne m'appelle pas quand tu te casseras la hanche et qu'il n'y aura personne pour t'aider. Ne m'appelle pas quand le toit fuira et que tu n'auras pas les moyens de le réparer. Je ne t'appellerai pas, dis-je. Il attrapa le bras de Marissa et ils sortirent en trombe. La porte d'entrée claqua si fort que les fenêtres tremblèrent dans leur cadre. Le bruit résonna dans la vieille maison, comme un point final à une phrase qui n'en finissait plus. Je restai là, tremblante. L'adrénaline qui me maintenait debout commença à retomber, me laissant froide et vide. Je m'affaissai sur le canapé, près du sac. Vivienne s'assit à côté de moi. Elle ne dit pas, je te l'avais bien dit. Elle ne me fit pas de compliments convenus. Elle passa simplement son bras autour de mes épaules et me serra contre elle. Nous restâmes là, en silence, pendant un long moment. Je suis désolée, murmurai-je. Je suis désolée que tu aies dû voir ça. Ne le sois pas, dit Vivienne. J'avais besoin de le voir, et tu avais besoin de le faire. J'ai regardé le sac. Il était beau, mais ce n'était qu'un sac. Le vrai poids résidait dans la prise de conscience de ce que mon fils était devenu. Il ne me voyait pas. Il voyait une ressource. Un actif qui s'amenuisait et qu'il fallait gérer. Il voyait une femme qui avait fait son temps et qui ne lui était plus d'aucune utilité. Il me croit impuissante, ai-je dit. Il te prend pour une banque, a corrigé Vivienne.
Et il est furieux que le coffre-fort soit fermé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans mon lit, j'écoutais le vent. Je faisais trembler les avant-toits en pensant à Lucas. Je repensais au garçon qui m'apportait des pissenlits, ses petites mains tachées d'herbe. Je repensais à l'adolescent qui s'entraînait à conduire sur le parking de l'église, terrifié à l'idée d'abîmer la voiture. Et je repensais à l'homme qui s'était tenu dans mon salon et m'avait dit que je ne valais pas un sac en cuir. J'ai alors compris que je m'accrochais à un fantôme. Je protégeais une relation qui n'existait pas. Je préservais le souvenir d'un fils tandis que la réalité de sa présence me rattrapait. Poche. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mal de tête, mais aussi avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis descendue. Vivienne était déjà levée, en train de préparer le café. « On sort », dit-elle. « Où ça ? » « Chez l'avocat. » Nous sommes allés en voiture au cabinet de M. Abernathy, l'homme qui s'était occupé du testament de mon défunt mari, Arthur. C'était un vieil homme maintenant, les mains tremblantes, mais l'esprit toujours vif comme l'éclair. « Geneviève », dit-il en me saluant chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. »« C'est long. »« Oui, Charles, dis-je. Je dois apporter quelques modifications à mon testament. » Je m'assis dans le fauteuil en cuir et réécrivis mon testament. Je destituai Lucas de son rôle d'exécuteur testamentaire. Je le destituai également de son rôle de principal bénéficiaire. « Et la maison ?» demanda Charles. « Cette propriété historique dans le quartier? Elle vaut une petite fortune maintenant. Le marché immobilier de Savannah est en plein essor. »« Vends-la, dis-je. »« À ma mort, vends-la. » Tout. Le produit de la vente sera reversé au Savannah College of Art and Design pour une bourse d'études. Mon nom, pour les femmes qui recommencent tard dans la vie, pour les femmes qui ont besoin d'une seconde chance. Et Lucas? Laisse-lui la Bible familiale, dis-je. Il en a plus besoin que moi. En quittant le cabinet de l'avocat, je me sentais plus légère. La maison n'était plus un fardeau. C'était juste une maison. Et mon argent n'était plus un héritage à réclamer. C'était ma vie, qui n'attendait que d'être vécue. Maintenant, dit Vivienne en remontant dans la voiture. Il nous reste un arrêt. Où ça? L'aéroport. Vous partez? Demandai-je, la panique me gagnant. Non. Elle sourit. Nous partons. J'ai réservé 2 billets pour Paris, en première classe. Nous partons ce soir. Je ne peux pas, dis-je machinalement. La maison, le jardin, qui arrosera les fougères? La maison tiendra debout, dit Vivienne. Le jardin poussera. Tu as passé 40 ans à t'occuper de racines, Geneviève. Il est temps de regarder le ciel. Je pensais à la maison vide. Je pensais. Le silence s'est installé. J'ai pensé à Lucas qui attendait mon appel, mes excuses, que je reprenne la forme qui lui convenait. D'accord, ai-je dit. Allons-y, nous sommes rentrés à la maison. J'ai fait ma valise. J'ai mis le birkin, la montre et le parfum. J'ai écrit un mot et je l'ai collé sur le réfrigérateur, au cas où Lucas passerait avec sa clé, ce dont j'étais sûre. Lucas, je suis partie à Paris avec Vivienne. Je ne sais pas quand je reviendrai. J'ai changé les serrures, inutile d'essayer votre clé. Le jardinier a été payé pour surveiller la propriété. Tu avais raison sur un point. Je suis trop vieille pour perdre du temps. Je compte bien passer le reste de ma vie à être exactement qui je veux être. Ne me cherche pas. Je t'appellerai quand je serai prête. Maman. Nous avons fermé la porte à clé. J'ai glissé ma clé dans mon sac. Le vol était long, mais le champagne était frais. J'ai dormi 8 heures et je me suis réveillée alors que l'avion amorçait sa descente au-dessus de la France. Les lumières de Paris scintillaient. En contrebas, une vaste grille dorée se détachait sur l'obscurité. Vivienne prit ma main. Prête? Prête, répondis-je. Nous avons passé un mois à Paris. Je portais la montre tous les jours. J'emportais le sac à la boulangerie, au musée, au parc où nous nous asseyions pour regarder les enfants faire naviguer leurs petits bateaux. Je portais le parfum et, pour la première fois,
je n'avais pas l'impression d'en faire trop. J'avais l'impression que c'était juste ce qu'il fallait. Je me sentais vue, non pas comme une mère, non pas comme une veuve, mais comme Geneviève. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que reprendre le contrôle, ça change l'atmosphère. Ça envoie un signal. 3 semaines après le début de notre voyage, j'ai reçu un courriel de Lucas. « Maman, je suis passé à la maison. Les serrures ont été changées. Où es-tu? » J'ai vu le mot. Je ne comprends pas. Ça va? Marissa est furieuse. Elle dit que tu es méchante. Elle avait besoin de papier dans le coffre. Appelle-moi, s'il te plaît. Je m'inquiète. Je l'ai lu, assise à la terrasse d'un café à Montmartre, en mangeant un croissant. Il s'est brisé en 1000 morceaux fondants quand j'y ai croqué. J'ai pris une gorgée de mon café. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un autre courriel. « Maman, je suis désolée pour ce que j'ai dit à propos du sac. C'était stupide. Les choses ne vont pas bien ici. L'entreprise réduit ses effectifs. Marissa et moi avons des problèmes. Je veux juste savoir que tu vas bien. S'il te plaît. » J'ai laissé ce courriel de côté pendant 2 jours. Puis j'ai répondu, « Lucas, je vais bien. Je suis heureux. Je mange mieux que depuis des années. Je suis désolée d'apprendre tes problèmes. J'espère que tu trouveras un moyen de t'y retrouver. Je serai encore en voyage pour quelque temps. Ne t'inquiète pas pour la maison, on s'en occupe. Geneviève. » J'ai signé Geneviève, pas maman. Nous avons voyagé de Paris à Florence, puis de Florence à la côte amalfitaine. J'ai dépensé de l'argent. J'ai acheté un foulard en soie à 300 €. J'ai acheté un tableau à un artiste de rue. J'ai bu du vin au déjeuner. J'ai vécu. 6 mois plus tard, je suis rentrée à Savannah. Je n'ai pas dit à Lucas que je venais. J'ai pris un taxi de l'aéroport jusqu'à chez moi. La maison. Le jardin était envahi par la végétation, sauvage et magnifique. La maison sentait le renfermé, mais c'était comme chez moi. Je n'étais pas rentrée depuis 1 heure que la voiture de Lucas s'est garée dans l'allée. Il avait dû programmer des alertes sur son téléphone pour être prévenu de l'activité à la maison, ou peut-être que les voisins l'avaient appelé. Je l'ai regardé remonter l'allée. Il avait l'air plus maigre, fatigué. Il n'avait plus l'assurance qu'il avait 6 mois auparavant. Il a frappé. Il n'a pas essayé d'utiliser une clé qu'il savait inutilisable. J'ai ouvert la porte. Je portais une robe en lin que j'avais achetée. En Italie. J'avais les cheveux courts. Je portais la montre. « Maman, » dit-il. Il me regarda comme s'il voyait un fantôme. « Tu as changé. »« Je suis différente, » dis-je. « Je peux entrer? » J'hésitai. Mon vieux réflexe était là. L'envie d'ouvrir grand la porte, de lui préparer une assiette, de lui caresser le front. Mais je me souvenais de la sensation de sa main qui m'avait arraché la montre du poignet. Je me souvenais du bruit de la porte qui claquait. Je me souvenais du silence qu'il m'avait imposé pendant des années. « On peut s'asseoir sur la véranda, » dis-je. Nous nous sommes installés dans les fauteuils à bascule. L'humidité était lourde, familière. « Marissa est partie, » dit-il au bout d'un moment. Elle est retournée à Atlanta. On divorce. Je suis désolée d'apprendre ça, dis-je. Je n'étais pas surprise. Elle était vraiment en colère à cause de l'argent. Parce que tu nous as coupé les vivres. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour un mari incapable de gérer sa propre famille. Je ne t'ai pas coupé les vivres, Lucas, dis-je. J'ai arrêté de te laisser me saigner. Il baissa les yeux sur ses mains. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché. J'essayais de l'impressionner. J'essayais de jouer les durs. Je me suis perdue. Tu m'as sacrifié pour ça, dis-je. Tu m'as traité comme un distributeur automatique. Tu m'as traité comme si j'étais invisible. Je sais, murmura-t-il. Il se mit à pleurer. Non pas les larmes de colère d'un enfant contrarié, mais les larmes silencieuses et profondes d'un homme qui réalise qu'il a brisé quelque chose. Il ne peut rien y faire. Tu m'as manqué, maman. Ta cuisine m'a manqué.
Nous nous sommes manqués. Toi aussi, tu m'as manqué, ai-je répondu. Mais je m'aime bien comme je suis maintenant. Et je ne redeviendrai pas cette femme qui se terre chez elle. Je ne redeviendrai pas insignifiante. Je ne veux pas que tu redeviennes comme ça, a-t-il dit. Je veux juste être dans ta vie, à ta façon. Je l'ai regardé. J'ai vu le regret. J'ai vu l'épuisement. Mais j'ai aussi vu l'homme qui s'était tenu dans mon salon et qui s'était moqué de moi. Confiance. C'est comme un miroir. Une fois brisé, on peut le recoller, mais les fissures restent visibles. Le reflet est toujours déformé. On peut essayer, dis-je lentement. Mais les choses ont changé. La maison, l'argent, tout est arrangé. Tu n'hériteras pas de millions, Lucas. Je les dépense. Je profite de la vie. Il hocha la tête. Je m'en fiche. Je me fiche de l'argent. Je veux juste retrouver ma mère. Tu ne retrouveras pas l'ancienne maman, dis-je en me levant. Tu auras Geneviève. Et elle est bien plus difficile à manipuler. Il sourit, un sourire faible et humide. Je crois que j'aimerais bien la rencontrer. Bien, dis-je. J'ai une réunion de club de lecture dans 1 heure. Tu devrais y aller. Il se leva. Il hésita, puis se pencha et me prit dans ses bras. C'était une étreinte timide. Je le serrai en retour, mais sans trop insister. Au revoir, maman, dit-il. Au revoir, Lucas. Je le regardai partir en voiture. Puis je rentrai. Je pris le sac Birkenstock. Je me suis levé de la table où j'avais posé le livre. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas seulement une mère, une veuve ou une vieille dame. C'était une nouvelle personne. J'avais rendez-vous avec les dames de la bibliothèque. J'avais une histoire à leur raconter. Je m'appelle Geneviève Calloway. J'ai 69 ans et ma vie ne fait que commencer.